Bienvenue sur ce podcast intitulé NatCoach Podcast. Je suis Éric Rebourg, cadre technique d'État à la Fédération française de natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Le Goff, entraîneur de l'ASSEC Saint-Paul La Réunion. Salut Antoine. Salut Eric. Merci de bien vouloir te prêter au jeu de ce podcast. Dans un premier temps, je vais te demander juste de te présenter un petit peu ton parcours, de façon assez rapide. Donc moi je suis originaire de Bretagne, j'ai vécu 25 ans en Bretagne, après j'ai fait 5 ans au Pays Basque, avant d'arriver à La Réunion. Maintenant ça fait 14 ans que je suis à La Réunion. On peut dire je suis descendu au fur et à mesure vers le sud. Donc j'ai fait des études sur Rennes, là où j'ai vraiment commencé à nager. Je faisais de la natation avant, mais plutôt du foot à côté, de l'athlétisme, je touchais un peu à tout. Et c'est à la fac de Rennes qu'on a commencé avec un bon petit groupe à s'entraîner une fois par jour, des fois deux. On était en fonction des conditions qu'on avait. Et vu que le groupe était sympa, on s'éclatait. Et puis c'est comme ça pendant 4-5 ans qu'on a réussi à progresser et à s'éclater ensemble. Donc moi j'ai fait un STAPS, j'ai fait un master en biomécanique du sport, ce qui m'a permis avec les études de faire aussi tout ce qui est études sur la préparation physique, donc en parallèle de la biomécanique, de la physio et puis tout ce qui va avec, ce qui m'a permis de descendre après au Pays Basque, dans un sport que je connaissais pas forcément mais que j'appréciais, c'est le rugby où j'ai fait de la préparation physique pendant 4 ans. À côté de ça, je continuais à entraîner sur un petit club estival à Pérorade. Donc pendant 2 mois et demi, je retouchais un peu à la natation. Vu qu'avec le cursus STAPS, on avait passé le BE1 sur les 2 premières années, à l'époque c'était le DUG. Donc ça m'a permis de faire des saisons dans un premier temps, puis après d'aller dans ce bel endroit qui est le Pays Basque, où justement j'ai appris à connaître une nouvelle discipline. Le rugby et après ça je commençais à avoir fait un peu le tour du rugby, je voyais un peu comment ça se passait et je me suis dit j'ai vraiment envie de retourner dans la natation pleinement et j'ai commencé à chercher sur le site de la Fédé et là je vois une offre à La Réunion, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, je postule, je suis pris et me voilà bagage à la main, prendre le billet d'avion et puis c'est parti quoi. Donc ça c'était en octobre 2010. J'arrive à La Réunion, je suis censé redévelopper une piscine qui était en travaux, donc relancer l'école de natte, toutes les activités qui vont avec et puis on avait déjà une section sportive qui était mise en place depuis 2009, 2007. C'était 2009. Déjà à la SEC ? Ouais, c'était déjà à la SEC, ouais. Quand je suis arrivé, c'est à la SEC et depuis 14 ans, je suis toujours à la SEC. Donc voilà, c'est un club qui aujourd'hui est à 800-850 adhérents. On propose un peu toutes les activités, l'école de natation, des adultes, un peu d'aquaforme, même si ça c'est pas notre gros dada. Mais voilà, puis après on a une section compétition qui comprend entre 60 et 80 nageurs en compétition. Ok, donc un parcours, encore un parcours atypique. Dans les podcasts, on a pu voir que certains entraîneurs ont des passages un peu dans d'autres domaines ou d'autres sports. Donc moi, ce qui nous intéresse là sur ce podcast, c'est que tu nous parles un petit peu de ta conception de l'entraînement. Donc on va voir, je pense que c'est lié aussi à ta formation. Et moi j'ai eu l'occasion de te rencontrer puis de te voir à l'œuvre à l'entraînement. Donc je pense que c'est intéressant que tu nous expliques ce que tu mets en place et comment tu conçois la natation et les entraînements. Déjà, nous,
La politique, c'est de pouvoir amener les nageurs de l'école de natation le plus loin possible. Donc quand ils vont être master à un moment, c'est qu'ils aient toujours envie de nager, qu'ils ne soient pas dégoûtés de la natation. Ça, c'est un premier objectif et ça nous tient vraiment à cœur. Donc, peu importe le niveau que le nageur va avoir sorti de l'école de natation, on a envie qu'il prenne plaisir à venir à la natation. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est comment faire pour que les nageurs qui rentrent sur les sections sportives, donc quand même orientées compétition, aient envie d'aller jusqu'à la terminale en alliant les études et le sport. Donc le sport, ça peut être la natation, mais on leur dit, vous avez le droit de faire autre chose aussi à côté. On n'est pas sur, vous devez faire que la natation et c'est une obligation. Non, si la section sportive, par exemple, nous, c'est 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, le samedi, s'ils veulent pas venir parce qu'ils font d'autres activités, nous, on leur dit, allez-y, quoi. Donc, voilà, on a des créneaux sur... brièvement, c'est entre 1h30 et 2h30. Donc, section sportive, c'est 1h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis après, tout ce qui va être, on va dire, orienté au niveau interrégional, national, et on va être sur des entraînements de 2h30 du lundi au samedi. Donc on est sur un raison de 6 séances, entre 6 et 7. Quoi. D'accord. Et après on utilise les vacances pour, un peu comme tout le monde, pour essayer d'augmenter le temps dans l'eau. Parce que nous on est vraiment sur passer du temps dans l'eau, on n'est pas sur faire de la quantité, on est plutôt orienté sur comment nager vite. Donc nager vite, c'est quoi? C'est réussir à avoir le moins de résistance possible et essayer de parcourir une distance avec le temps le plus court possible. Donc on est vraiment orienté là-dessus. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà sur mes études, tout ce qui était biomécanique et tout, chaque fois c'était les formules qu'il fallait absolument connaître. Et on nous en rabâche à chaque fois en première, en terminale S. Et puis on se dit, mais en fait, à quoi ça sert? Et c'est vrai qu'en troisième année, par exemple, tout ce qui était intégral, je me dis, mais ça me servira jamais. Puis là, j'ai compris sur, par exemple, les plateformes de force. Maintenant, on les utilise sur tout ce qui est plot de départ. C'est une plateforme de force. En fait, c'est une intégrale, donc c'est une aire qui est calculée. Et c'est plein de petites choses comme ça, plein de petites formules qui paraissent être un charabia au début quand on est étudiant, puis au fur et à mesure on dit ah oui mais si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place sur les entraînements. Donc voilà, c'est comment augmenter la force, mais aussi la vitesse pour avoir une puissance plus importante, c'est réduire les résistances, voilà, et puis c'est de prendre plaisir aussi dans chaque séance. Ça peut être, on sait très bien qu'on est dans une discipline où on peut répéter, mais comment répéter de façon un peu plus ludique et efficace, et de se dire quand le nageur il sort de l'entraînement, est-ce qu'il s'est senti grandi, meilleur en sortant que la séance précédente. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté-là qui est important pour nous. D'accord. Donc là, tu nous expliques un peu que il y a le côté ludique. Alors j'ai vu quelques-unes de tes séances. C'est vrai que on voit les nageurs qui, alors je veux pas dire qu'ils réfléchissent, mais qui essayent de comprendre ce que tu leur demandes pour améliorer la vitesse, pour freiner, pour enlever les freins. Comment tu t'y prends un peu? Comment tu peux leur expliquer ça? Alors ça, c'est quelque chose qui est le plus compliqué au final. C'est de les rendre acteurs. Donc c'est de définir déjà le projet avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que si c'est nager la minute et qu'on met tout en place, on essaye d'enlever toutes les contraintes pour qu'il nage 50 secondes, au final on n'y arrivera jamais parce que son objectif c'est juste de nager la minute. Après on va dire ouais, mais quand il arrive à la minute, peut-être qu'il va vouloir nager 58, etc. Oui, mais c'est aussi de définir avec lui. C'est par exemple casser cette barrière de la minute. Et après qu'on aura cassé cette barrière, on ira peut-être à une autre barrière, etc. Donc c'est de définir vraiment le projet et après c'est sur chaque séance,
c'est de leur rappeler quel est leur projet et comment ils peuvent être acteurs à 100%. On sait très bien que c'est impossible d'être à 100%, enfin peut-être que certains y arrivent, mais mais rapprocher le maximum. Voilà, c'est ça. Donc c'est de les rendre actifs, acteurs, et que à chaque fois qu'il y a un mouvement qui soit fait, ils soient concentrés. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui la concentration c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est trouver différentes manières, différents discours pour que justement eux se sentent toujours investis dans leur action. Et j'ai vu pendant tes séances là que en fait les nageurs passent beaucoup de temps à chercher la meilleure position, à freiner vraiment, à éviter tous les freins. Pas quelle astuce, mais comment tu t'y prends pour que ça rentre un petit peu, pour qu'ils prennent bien conscience de ce qu'ils ont à faire? Après, il y a plusieurs façons. En fonction de chacun, on va réussir à avoir un discours qui va être parlant pour l'autre. Après, il va falloir utiliser un autre discours pour un autre. Mais c'est vraiment les représentations avec... on va aller à la contradiction en gros. C'est de leur montrer, par exemple, avec un élastique de survitesse, lève la tête complètement, qu'est-ce qui va se passer? Et automatiquement, il va sentir qu'il y a un frein. Et l'idée, ça va être justement d'enlever ce frein-là grâce à cet outil-là. Ça peut être avec des palmes. La notion de survitesse, moi je l'utilise beaucoup parce qu'elle permet d'augmenter les résistances et automatiquement, dès qu'il y a un frein qui est un peu trop important, ils le ressentent tout de suite. Donc c'est réussir après à réajuster. Après, c'est eux qui le ressentent et automatiquement, à partir du moment où c'est eux qui ont dit « Ah oui, là je sens vraiment qu'il y a un frein », s'ils le font pas, à la limite, c'est plus mon problème, c'est leur problème. Mais en tout cas, ils en ont conscience. Parce que souvent, on a des athlètes qui disent « Ah non, mais je sens pas. » Alors du coup, on peut utiliser la vidéo pour que déjà ils visualisent, mais tant qu'ils le sentent pas, ils vont pas le corriger. Même s'ils l'ont vu, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas forcément la solution pour le faire. Donc c'est à nous de trouver les outils pour que eux le ressentent et après qu'ils amènent la correction. Parce que si c'est eux qui font la correction, on a un peu plus de chances que ça dure. Et c'est vrai que quand je suis venu te voir, il y avait une séance où il y avait de l'élastique en survitesse, mais où en fait ils se laissaient glisser entre guillemets. Et ça a surpris parce qu'il y avait d'autres entraîneurs d'autres clubs qui étaient présents. Ça les surprenait de voir l'utilisation de l'élastique en survitesse sans mouvement, juste en termes de sensation. Mais donc tu recherches vraiment à ce que ils prennent conscience de ce qu'ils vivent dans l'eau, quoi. Ah oui, ça c'est. On avait un beau terrain de jeu. Enfin, on l'a toujours à La Réunion. On va toujours au lagon nager pour faire un peu de sortie d'eau libre ou sortir un peu de ce cadre bassin. Mais on a aussi des plages où on a des vagues. Ouais. Et la notion de glisse dans les vagues, elle est fabuleuse. Donc rester dans la vague et continuer à surfer, automatiquement on réfléchit à comment faire pour glisser de plus en plus. Ouais. Puis après on veut aller de plus en plus vite pour essayer d'aller un peu plus loin. Et puis après on peut rajouter des figures. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui je sais qu'avec les générations où on avait des filets, on pouvait aller quand on voulait nager comme ça dès qu'il y avait un peu de vagues, c'était génial parce que ça changeait et puis ils apprenaient les sensations de glisse bien plus rapidement. Et je crois que c'est Persol qui justement faisait beaucoup de body surf et ça lui a amené à trouver des outils et des solutions pour aller encore plus vite sous l'eau et puis à la sortie de l'eau, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, maintenant avec les requins, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, après ça s'est calmé. Hein. Voilà, ça fait 5 ans qu'on n'a pas d'attaque. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui va revenir en plus avec les vigies qui sont mises en place. On va y revenir. Après, il faut juste qu'on réfléchisse aux questions d'assurance et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu nous as dit que ce qui était important pour toi c'était le temps passé dans l'eau plus que le volume, et j'ai pu voir aussi que tu avais beaucoup de séances quand même où tu nageais à des allures quand même assez élevées, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Ouais, en fait je pars de l'objectif que le nageur s'est fixé.
Et on cherche très souvent à être sur ces allures-là, à travailler ces allures-là, à répéter ces allures-là, avec des consignes. Par exemple, ça va être, là tu te freines beaucoup sur la respiration, donc à cette vitesse-là, tiens, t'essayes d'amener cette correction. Et donc après, c'est aussi être à des vitesses très lentes, parce que quand on est à des vitesses très lentes, on est obligé justement de penser un peu à tout, parce que c'est plus dur vu qu'on a moins de vitesse. Donc c'est les mettre toujours en situation un peu de compétition, d'allure de compétition. Voilà, donc après ça peut être avec du matériel, sans matériel, on fait pas mal de répétitions par rapport à ça. Ouais. Et tiens, tu parles de matériel. Toi, tu utilises beaucoup de matériel ou peu, ou comment tu le conçois? Alors, j'utilise le matériel, par exemple les élastiques en survitesse. Ça peut être tout ce qui est parachute. Ouais. Le parachute, ça fait une belle résistance et ça permet d'aller chercher des appuis que tu n'aurais pas forcément quand tu es bien placé. On utilise très peu les plaquettes. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment très très peu. Ou alors, ça peut être justement des petites fingers pour aller chercher le bout des doigts. Après, on utilise le tuba pour rester bien aligné et puis essayer d'être concentré tout le temps avec le regard qui est sous l'eau. Donc, automatiquement, on peut regarder qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Alors, au-delà de ça, après, ça se limite à ça. Ouais, okay. Une des particularités de s'entraîner à La Réunion, c'est aussi la chaleur. Alors, je parle de la chaleur en général hors de l'eau, mais il y a aussi la chaleur dans l'eau. Et comment tu gères ça? Même si tu viens de temps en temps en métropole et tu peux faire des stages, tu peux entraîner aussi en métropole, mais dans de l'eau à 26, là vous avez de l'eau qui monte jusqu'à 32. Donc est-ce que tu adaptes tes séances par rapport à ça, ou est-ce que maintenant tu te dis ils sont habitués Alors ouais, en gros on a 2 saisons. On a une saison là par exemple cette année ça a été de novembre jusqu'à avant de partir pour les championnats. On est dans une eau entre 31 et 33 degrés. On attend qu'une chose, c'est qu'il pleuve pour que ça descende à 30. Oui. Mais voilà, c'est les températures qu'on a 6-7 mois dans l'année. Et après, le reste du temps, on a une température de 28-29 dans l'eau. Donc on commence sur cette période-là à redescendre un peu. Est-ce que tu fais une différence dans les séances entre le moment où l'eau est chaude et où l'eau est moins chaude, parce qu'elle est toujours un peu chaude, mais... Non, parce qu'on se fixe par rapport au calendrier, et le calendrier il pas dans ce sens-là. Donc non, on s'adapte, le nageur s'adapte. Je pense qu'on a aussi des vérités qui n'en sont pas, et on arrive à faire des très bonnes choses dans de l'eau à 31 degrés. Alors, on pourra dire oui, ça serait mieux à 27, mais sauf que nous on l'a pas, donc on se pose pas la question. Et du coup, quand il y a besoin d'un peu plus de repos, on leur met un peu plus de repos. C'est ça. C'est le nombre de répétitions. Des fois, on voit qu'il n'y a plus rien. Dans ce cas-là, on s'arrête là. Donc oui, il y a forcément une adaptation. Mais je trouve que les nageurs s'adaptent vraiment très très bien. Et c'est vrai que quand il y a des nageurs qui vont en stage à La Réunion, les premières séances, elles sont toujours un petit peu plus compliquées, parce que on a tendance à garder les mêmes paramètres qu'en métropole, alors que l'eau est bien plus chaude. Mais je suis persuadé que ces nageurs-là, tu les laisses 15 jours et au bout de 15 jours, ils arrivent à faire la même chose. Probablement, ouais. Tu nous as dit que t'as bossé comme préparateur physique. Est-ce que c'est des choses que tu utilises encore beaucoup avec tes nageurs, ou du fait de votre organisation, tu as peut-être moins de temps, moins de moyens ou... Alors c'est quelque chose que j'utilise très peu, dans le sens où on passe très peu de temps là-dessus. On va essayer d'optimiser pour que, surtout sur les débuts de saison, pour qu'il y ait des routines qui soient faites et que on va dire la base soit bonne, et que après toute l'année ça suive son cours. Mais par contre on fait le lien entre
ce qui se passe dans l'eau et ce qui pourrait se passer en dehors de l'eau. Dans l'eau, on va avoir besoin de tel muscle pour tel mouvement, et ben derrière, on va essayer de le ressentir sur les échauffements, sur un travail avec des élastiques par exemple, ou d'autres outils, pour essayer justement qu'eux arrivent à ressentir, ben oui, je sens que c'est ce muscle-là, et après de faire le transfert dans l'eau. D'accord. Oui, donc il y a toujours cette notion de sensation, de ressenti. Mais on part vraiment de ce qui se passe dans l'eau. Ouais. Okay. On n'est pas sur un travail à sec qu'on pourrait transférer dans l'eau, on est plutôt qu'est-ce qu'on a besoin dans l'eau pour transférer. Donc la plupart du temps avec des mouvements qui ressemblent à ce qui se passe dans l'eau, quoi. Exactement. Okay. Donc à part le groupe que tu entraînes, là, tu as aussi la fonction de directeur technique, ou je sais pas comment vous l'appelez. Ouais. Donc tu coordonnes un petit peu tout le travail qui est fait de l'école de natation jusqu'au groupe d'en dessous. Donc j'ai eu aussi l'occasion de voir les groupes d'en dessous, la façon dont ils travaillaient qui se rapproche un peu de ce que tu fais. Comment tu organises tout ça? Comment tu le manages? En fait, j'essaye au maximum de laisser chaque entraîneur libre de faire ce qu'il veut, mais être toujours capable de justifier ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai appris au fur et à mesure des rencontres à Font-Romeu, sur les équipes de France, enfin de toujours être capable de justifier pourquoi tu fais ça. C'est pas parce qu'on te pose une question que tu es jugé sur ce que tu fais, non, au contraire, j'ai envie de savoir pourquoi tu le fais, et justement, moi, ça va me questionner automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place, parce on arrive toujours, et moi j'étais le premier quand je suis arrivé en tant qu'entraîneur, d'avoir des certitudes. Et ces certitudes, elles sont intéressantes, il faut en avoir, mais il faut être capable de les aménager. Et je parle toujours un peu d'avoir une ligne rouge à suivre, et puis on passe à gauche, on passe à droite, on essaye de se construire un chemin qui au fur et à mesure va nous rendre plus grands, meilleurs. Mais on sait que tout seul, de toute façon, on ne peut pas y arriver. Donc c'est comment constituer une équipe qui, sur de l'école de natation, va réussir à transmettre ce qu'il faudrait pour un nageur de haut niveau, quoi. Ouais. Et c'est vrai que en étant sur place, là, j'ai pu voir pas mal de groupes, les groupes de jeunes en dessous, et on voit quand même beaucoup de similitudes dans la recherche de la position, et ça, c'est un point qui me semble important dans la formation du nageur et dans les résultats des clubs. Le fait qu'il y ait une ligne directrice. Après, c'est vrai, comme tu dis, chacun est libre et capable d'amener ses propres choses. Mais c'est quelque chose qui, tu vois, à un moment, je t'ai même dit, il y a un nageur qui était avant avec toi il y a quelques années. Quand je vois certains nageurs actuels de ton groupe, j'ai l'impression de le voir nager. Donc, c'est qu'il y a quand même une philosophie et une ligne directrice qui ressort bien de tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Nous, nos nageurs compétiteurs, ils sont issus du club. Pratiquement tous ceux qui font les championnats de France aujourd'hui sont passés par l'école de natation. Il y en a, ils ne savaient pas nager. Je les ai eus tout petits en école de nat, et après sont arrivés sur les championnats de France. On n'a pas le choix, donc automatiquement, si on ne fait pas le travail sur l'école de natation, on n'aura pas de compétiteurs, et après on n'aura pas de qualifiés au championnat de France, etc. Donc on peut avoir quelques nageurs qui vont sortir à droite, à gauche, mais vu qu'on est sur une île, on en a pas mal qui déménagent, donc qui partent, comme le nageur dont tu parlais tout à l'heure. Et puis il y en a d'autres qui vont aussi arriver. Et donc le fait d'être bien structuré, d'avoir une section sportive, et puis d'avoir une longévité sur la carrière du nageur, on va dire, de la 6e à la terminale, fait que les nageurs sont assez contents de venir au club et se disent on va pas partir sur un projet qui ne nous correspond pas, de nager 2 fois par jour, de faire du volume, etc. Donc nous on est sur cette politique-là par rapport à notre environnement. Ouais. Et c'est vrai que en métropole, parfois on a plutôt tendance à chercher à
trouver de nouveaux créneaux, avoir des aménagements scolaires encore meilleurs pour rajouter des séances avant de se poser vraiment les questions de avec mes 6 séances, voire 7 séances, comment je peux rendre mes nageurs encore plus efficaces et meilleurs, quoi. Bah, nous, on a essayé à un moment d'avoir du bi-quotidien. On s'est vite rendu compte que les nageurs, à un moment, quand ils arrivaient en première terminale, ah ben non, en fait, je vais venir qu'une fois parce qu'après, j'ai trop de devoirs, etc. Donc on s'est dit, mais pourquoi continuer à faire ça alors que ça ne correspond pas aux nageurs, à notre environnement? Donc on s'est dit, bah, tiens, on va augmenter par contre le temps passé dans l'eau. Au lieu de faire des séances d'1h30 comme on faisait avant, et ben maintenant c'est un créneau de 2h30. Donc automatiquement on a plus de temps. On peut faire une demi-heure à sec, on peut faire 2 heures dans l'eau, on peut faire 2h25 dans l'eau. Ouais. On peut faire un petit peu comme on a envie en fonction de la période du travail qui est recherché. Donc ça c'est quelque chose qui, pour le moment en tout cas, n'est pas prêt de changer. Donc finalement, quand on fait un peu le compte du temps passé à développer quelque chose dans l'eau, c'est presque autant que à venir 2 fois par jour, quoi. En tout cas, on essaye. Voilà, c'est ça le but. C'est un peu le but, d'optimiser le temps qu'on va avoir dans l'eau pour avoir le maximum d'efficacité. Et sur ces âges-là, le fait d'avoir, même si à la Réunion, on va juste enlever un short et un t-shirt, mais d'avoir à se mettre en maillot 2 fois par jour ou qu'une fois, ça a quand même psychologiquement une incidence au bout de quelques mois, quelques années. Je pense que les nageurs, justement, sont moins fatigués du rythme. Parce que c'est un rythme. Nous, il commence à 7h20, 7h25 le lycée. Ouais. Donc s'il fallait faire une séance avant, il faudrait le faire de 5 à 7. Alors oui, tu vas me dire, en été, à 5h15, il fait jour. Mais en hiver, non. Ouais. Le soir, du coup, tu fais nuit le matin. C'est comme en métropole, tu vois. Du coup, tu termines plus tard aussi parce que les cours, automatiquement, vont être décalés. Tu n'as pas les aménagements comme on a là. Donc après, voilà, c'est un choix. Nous, on a fait ce choix-là et pour l'instant, on en est content. Ouais, ça fonctionne bien. Et pour clôturer un peu ce podcast, si tu avais, même si tu as déjà dit beaucoup de choses, mais un petit message à passer à un jeune entraîneur. D'être ouvert, aller discuter avec les entraîneurs. Poser des questions, ne pas avoir peur d'être jugé, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et puis de faire des choses auxquelles il croit et essayer de développer au maximum ces pensées-là avec le partage de différents coachs ou différents athlètes pour essayer d'être le meilleur possible et de pas forcément faire du copier-coller parce que quelque chose qui se fait à un endroit n'est pas forcément vrai dans un autre endroit et je trouve que on ne prend pas assez le temps d'analyser son environnement et de penser à qu'est-ce qu'il faudrait faire dans son environnement. Donc voilà le petit message. Très bon message. Merci Antoine. Merci Eric. Et puis à bientôt. À bientôt. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.